Aujourd'hui, on aborde le travail d'une sociologue marxiste et militante féministe contemporaine, Aurore Coquelin. Je vais vous parler d'un livre en particulier qui a retenu pas mal mon attention, La Révolution féministe. Certains me diront, gna gna gna, ça a déjà été fait. Justement, j'y viens. Si vous voulez voir une autre vidéo sur le sujet, je vous conseille l'excellent travail de la youtubeuse et chercheuse Psyturly. Je mets le lien en description. Alors, pourquoi lire Coquelin? Déjà, pour sa pédagogie, la forme est vraiment accessible, il n'y a pas de prétention stylistique ni de verbosité, ça se veut efficace. Ensuite, si vous n'êtes pas familier du féminisme, la première partie est vraiment chouette. L'autrice nous partage une synthèse très accessible des différents courants et mouvements historiques du féminisme. Du combat pour le droit de vote au XIXe siècle jusqu'au combat contre les féminicides en Amérique latine aujourd'hui, Coquelin dresse un paysage historique prenant la forme de 4 vagues. Si vous voulez un aperçu de cette histoire du féminisme, j'ai traité le sujet dans ma vidéo sur l'intersectionnalité. Ensuite, il me semble important de la lire car ce livre pose la question de la pratique de manière frontale. Coquelin n'est pas là pour bavarder mais pour transformer la société. Ce questionnement pratique est précédé d'un questionnement théorique, les deux étant intimement liés. On fait donc face à un ouvrage assez complet resituant le féminisme dans une perspective historique et engageant dans le même temps une critique des théories et des pratiques hégémoniques au sein du féminisme. Le premier constat que pose Coquelin et qui interpelle est que globalement les féministes ont échoué à faire émerger une pratique transformatrice. Notamment selon l'autrice, car la seconde vague a vu les féministes se détacher du mouvement ouvrier par nécessité. Le mouvement ouvrier ayant toujours globalement méprisé la lutte féministe. Aussi, en partie, car l'arrivée de Mitterrand au pouvoir a calmé les esprits et verrouillé les approches révolutionnaires, en institutionnalisant la lutte. Pour toutes ces raisons et d'autres, le féminisme s'est donc surtout concentré sur la conquête de nouveaux droits et la recherche théorique. L'autrice dénonce donc l'impasse d'un féminisme réformiste, pensant l'État comme au-dessus des dominations. Elle rappelle à juste titre, dans une tradition marxiste certaine, que l'État n'est pas neutre mais l'outil même de la domination. On ne lutte pas avec l'État mais contre l'État. Coquelin va aussi pointer du doigt certaines dérives idéalistes au sein du féminisme. Il faut revenir aux bases matérielles, donc économiques, pour analyser la condition des femmes. Évidemment, il ne s'agit pas de tout réduire à ça, il y a aussi une dimension symbolique dans la domination. Mais cette dimension symbolique s'enracine bien quelque part. C'est là que Coquelin introduit la notion de reproduction. Plutôt que de penser comme Delphine une multiplicité des modes de production avec d'un côté le capitalisme et de l'autre la domesticité, Coquelin trouve plus pertinent de penser en termes de production et de reproduction, d'aborder le capitalisme comme un tout. Non pas de manière réductrice comme ont tendance à le faire certains marxistes orthodoxes, mais de manière enrichie, notamment à la lumière des travaux sur l'exploitation domestique. La théorie de la reproduction permet d'articuler exploitation de classe et de genre. Le capitalisme est tout à la fois domination de genre, de race, de classe. Ce qui se joue ici, c'est donc une théorie unitaire qui cherche à transformer profondément notre vision du capitalisme. Nous vivons dans un système tant patriarcal que capitaliste. La théorie de la reproduction, encore méconnue, est donc centrale pour articuler genre et classe et défendre une approche unitaire sans hiérarchiser. Avant de situer en 2 mots cette théorie de la reproduction, Coquelin rappelle l'importance du travail de Marx, en dépit de ses limites. Le vieux barbu reste aux yeux de l'autrice le plus grand théoricien du capitalisme. Il faut le dépasser sans s'en passer, le contredire pour l'enrichir. Il est vrai que bien souvent ceux qui prétendent à cette tâche ne font qu'appauvrir sa pensée. Il faut toujours être vigilant face à ce genre de prétention. Il est aussi important de rappeler la précocité de la pensée de Marx et d'Engels sur la condition des femmes. Chez Marx, on trouve de manière éclatée l'amorce d'une réflexion sur le sujet. Recoller les morceaux permet d'avoir un début d'analyse, mais pas assez pour constituer une véritable théorie féministe en soi. Cela ne faisait pas partie des ambitions du vieux. Au-delà de certaines observations sur les conditions de travail des femmes en Angleterre, on trouve, dans le Capital, les débuts d'une réflexion sur cette fameuse reproduction. Pour pouvoir continuer à produire, il faut reproduire les conditions de la production, à savoir une force de travail disponible. Tout processus de production sociale est, en même temps, processus de reproduction. Le renouvellement tant générationnel que quotidien de la force de travail est donc sommairement évoqué. Il faut que les forces de travail usées et mortes soient entretenues et remplacées. Marx touche ici du doigt le travail domestique, mais n'ira pas plus loin. Engels, lui, posera de manière plus concrète les bases d'une théorie féministe. Dans son ouvrage L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Engels analyse avec le développement technique l'évolution des structures familiales, notamment le point de rupture historique qui voit émerger la propriété, les classes et le patriarcat.
Ce point de rupture est aussi celui d'une séparation progressive entre la production et la reproduction. Avec la division du travail, la famille n'a plus le monopole de la production matérielle de la vie de l'homme. La production devient peu à peu une affaire masculine, et la reproduction une affaire féminine. Engels n'appelle pas encore la production des hommes la reproduction. Il en dégage deux aspects. Il y a d'un côté la production de valeurs d'usage domestique, permettant à la force de travail de se pérenniser. D'un autre côté, la production des hommes même, au sens de la propagation de l'espèce, donc le renouvellement biologique de la force de travail. Selon la conception matérialiste, le facteur déterminant, en dernier ressort, dans l'histoire, c'est la production et la reproduction de la vie immédiate. Mais, à son tour, cette production a une double nature. D'une part, la production de moyens d'existence, d'objets servant à la nourriture, à l'habillement, au logement, et des outils qu'ils nécessitent. D'autre part, la production des hommes mêmes, la propagation de l'espèce. L'analyse d'Engels montre que la sphère de la production et de la reproduction sont liées. L'étude de ce lien est encore à faire. C'est ce que vont tenter historiquement les féministes dites marxistes. À des degrés divers, certaines prendront acte des apports du féminisme matérialiste, avec notamment la théorisation par Delphi du travail domestique. Il y a d'un côté la théorie féministe marxiste anglo-saxonne, de l'autre une dynamique italienne autour de la féministe marxiste Silvia Federici. La notion de reproduction y est centrale. Tout le travail des féministes marxistes a été de partir du capital pour l'enrichir. En 1983 sort l'ouvrage « Le marxisme et l'oppression des femmes » de Lise Vogel. L'ouvrage concentre tous les enjeux de la théorie de la reproduction. Coquelin va développer la notion en s'appuyant sur ce travail et celui de Federici tout en étant critique. La reproduction est donc tout à la fois générationnelle, c'est le travail de grossesse et d'éducation qui permet de renouveler les travailleurs pour la production capitaliste, et quotidienne, c'est l'ensemble du travail domestique qui entretient le travailleur, ménage, alimentation, jusqu'au travail émotionnel. L'ensemble de ce travail de reproduction est majoritairement effectué dans le cadre familial par les femmes, mais avec les développements récents du capitalisme, il devient producteur de valeur. Autrement dit, le travail reproductif n'est pas réductible à l'économie domestique, il s'enracine différemment au gré des développements historiques. Il a actuellement deux pieds, à la fois domestique et capitaliste. Les cantines, les crèches, les hôpitaux, les écoles permettent des activités reproductives externalisées. Au royaume de la marchandise, le travailleur est une marchandise particulière pour le capitaliste. Il est la seule marchandise qui fait plus que transmettre sa simple valeur, il ajoute de la valeur par son travail. Pour approfondir le sujet, allez voir ma vidéo de vulgarisation sur le capital de Marx. Le travailleur, ou force de travail en langage marxiste, est ce qui rend possible l'accumulation du capital, donc l'enrichissement du propriétaire lucratif, du patron quoi. Le travailleur est la marchandise la plus précieuse du capitalisme. Le travail reproductif dans le cadre domestique ne produit pas de valeur directement, il est cependant central. Sans lui, la production de survaleur, l'enrichissement du capitaliste, est impossible. Si les femmes arrêtent de fournir des travailleurs, comment produire des marchandises et comment accumuler du capital? Émerge pour la classe possédante une contradiction entre le besoin de s'approprier la force de travail des femmes et la nécessité de reproduire la force de travail des travailleurs. Avec cette approche, on dépasse le débat des années 70 sur le travail domestique, comme producteur de valeur ou non. Le travail domestique est improductif au regard des règles du jeu capitaliste, tout en étant fondamentalement nécessaire au capitalisme. Cette analyse gagne à être actualisée, le développement du tertiaire dans les années 80-90 reconfigure le travail reproductif. Le travail reproductif est de plus en plus producteur de valeur. Le capitalisme, en crise, cherche de nouveaux marchés. La sphère de la reproduction constitue un secteur attractif. La théorie de la reproduction nous pousse à penser un système unitaire sans nécessairement subordonner les luttes les unes aux autres. Elle rend possible d'un point de vue pratique une convergence des luttes, tout en respectant une certaine autonomie. Converger ne veut pas dire uniformiser ou gommer. La convergence n'est pas la convergence d'un mouvement vers l'autre, mais la convergence de tous les mouvements vers un objectif commun. Œuvrer à la convergence et introduire la perspective révolutionnaire marxiste dans les nouvelles luttes, et inversement, sensibiliser le mouvement ouvrier aux autres problématiques. Les clivages théoriques recoupent les clivages stratégiques, mais ne sont jamais assumés comme tels selon Aurore Coquelin. Peut-être même que les désaccords stratégiques précèdent la théorie, cette dernière ne faisant que justifier un positionnement stratégique. Une théorie unitaire engage une pratique unitaire. La théorie de la reproduction rend possible une pratique de convergence dans la lutte, mais rien n'est joué d'avance. La tâche semble complexe. Ce qui en découle d'un point de vue pratique, c'est l'idée centrale que le capitalisme n'est pas le seul terrain de lutte. La domesticité est aussi un terrain pouvant faire émerger une conscience de classe et les pratiques révolutionnaires qui vont avec. Coquelin souhaite développer des revendications et des moyens de lutte spécifiques au travail reproductif, en posant par exemple la question de la grève du travail reproductif.
Comme toute grève classique, la grève de la reproduction permettrait de paralyser le système et de poser la question d'une autre gestion collective de la reproduction. La guérilla, la grève générale, le réformisme constituent les grandes stratégies historiques pour transformer la société. Pour Coquelin, il faut en définitive assumer une stratégie féministe marxiste révolutionnaire, basée sur la centralité du travail productif et reproductif. À l'heure où personne n'est prêt à assumer une lutte armée, la grève est peut-être une des réponses. Aussi, la révolution ne sera pas seulement productive, mais reproductive. Pour finir, une question. Cette centralité du travail reproductif dans la constitution du capital efface-t-elle pour autant les intérêts objectifs des hommes à exploiter dans le cadre domestique? J'approfondis en ce moment même le rapport des féministes marxistes à la question, ça m'interroge. Effacer cette réalité, ça revient à jeter à la poubelle le travail de Delphi et à tout concentrer sur le capitalisme. Ce serait faire un détour théorique pour au final retomber sur le marxisme du début 20e qui ne conçoit aucunement qu'un prolétaire homme puisse exploiter une prolétaire femme dans le cadre familial, ce qui est problématique. Affaire à suivre.